Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour la Journée internationale des droits des enfants. À cette occasion, parlons de la lutte contre les violences faites aux enfants avec Madame la vice-présidente Minar Chantal Galnan Taupua, ministre des Solidarités en charge de la famille, de la condition féminine, des personnes non autonomes et des relations avec les institutions Yorana. Yorana. Cécile Moreau, directrice de l'APAGE. Yana. Marianne Ballet, responsable de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger, Yorana. Yorana. Et enfin Frédéric Taura'a, travailleuse sociale à la DSFE de Teirapu. Hanoui. Alors Madame la vice-présidente, quel est l'état des lieux que fait le pays sur la problématique, sur la question des violences faites aux enfants? Alors tout d'abord, le pays a proposé un plan sur la dignité humaine. C'est ce que j'ai mis en place pour pouvoir prendre en considération toutes les problématiques, aussi bien des enfants, des parents, des grands-parents. J'ai vraiment pris la problématique dans les familles, au sein des familles. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons tellement de problèmes chez toutes les personnes, surtout les personnes en situation de précarité défavorisée, qui ont besoin d'être soutenues. Donc, s'occuper uniquement des enfants, ça ne peut plus le faire aujourd'hui. Il faut s'occuper aussi des parents, il faut les accompagner. Alors tu nous parles de toutes ces problématiques. Quelles sont-elles finalement? Les problèmes, par exemple, de mal-être au sein d'une famille, des problèmes de violence, bien sûr. Et je souhaiterais aussi apporter plus de bienveillance, ne serait-ce que dans nos termes, ne serait-ce aussi que dans les idées que nous allons proposer. Être très pragmatique aussi par rapport aux familles. Donc, comme nous aimons bien le visuel, j'ai décidé de mettre en place des séquences filmées en dessin animé pour les enfants qui vont d'ailleurs débuter la semaine prochaine. Et puis des séquences aussi de sensibilisation aux parents, parce que je pense réellement aux parents. Pour que les enfants soient bien, il faut aussi que les parents soient bien. De toute façon, ça va être les mots essentiels de cette émission, bienveillance et dignité. Vous travaillez avec d'autres entités, comme par exemple, à côté de toi, Marianne, qui représente l'UAPED, la responsable de l'UAPED. Est-ce que tu peux nous dire, Marianne, pourquoi est-ce que l'UAPED a vu le jour? Alors, l'UAPED a vu le jour parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les enfants, quand ils sont victimes de violences, de tout type de violence, ont besoin d'avoir toute une équipe pluridisciplinaire. C'est ce qu'on peut leur proposer afin de recueillir les révélations des enfants, que ce soit dans un cadre judiciaire ou hors cadre judiciaire. L'équipe pluridisciplinaire qui m'accompagne est composée de médecins pédiatres, de psychologues, d'infirmières puéricultrices, de travailleurs sociaux. C'est un même lieu, pendant un même temps, où l'enfant n'est pas obligé de se déplacer de personne en personne et n'est pas obligé d'aller répéter l'histoire qu'il a subie, parce qu'on sait que ça peut déformer le récit de ce qu'il a vécu. Et c'est aussi pour donner aux parents ou aux professionnels le fait de ne pas être seul quand ça arrive dans une famille ou quand un professionnel en libéral, par exemple, se retrouve avec une situation comme ça et ne sait pas comment le gérer. Voilà. Dans la même idée, il y a aussi l'APAGE. Donc Cécile, tu es la directrice de l'APAGE. Quelles sont les missions? Alors l'APAGE, en fait, comporte deux pôles d'activité. Le premier, très connu, Terra Maura, qui a la mission d'aider, de venir en aide et d'accompagner les victimes d'infractions pénales. Parmi ces victimes, on a un nombre relativement important de victimes mineures et on est également régulièrement désigné administrateur ad hoc pour des enfants dont les parents ne sont pas en capacité de défendre les intérêts. Et il y a un deuxième pôle d'activité là qui s'occupe davantage d'intervenir auprès de gens qui sont poursuivis pour avoir commis des infractions. Et dans ce cadre-là, et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, on reçoit notamment des procédures du parquet pour intervenir de manière plutôt pédagogique, mais dans le cadre d'une sanction auprès d'auteurs dans le cadre de stages de responsabilité parentale, donc de personnes qui auraient fait usage de violence pour la première fois généralement, fait usage de violence sur leurs enfants pour la première fois ou sur des situations bien particulières. Frédéric, de ton côté, toi tu es travailleuse sociale. À ton tour,
quoi les missions finalement que tu as auprès des enfants? Alors effectivement, je suis au service protection de l'enfance où nous travaillons essentiellement auprès d'enfants qui bénéficient d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants. Mais on peut aussi intervenir auprès d'enfants pour lesquels les parents étaient aussi favorables à une aide, comme disait justement notre vice-présidente. C'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec les parents parce que un enfant est en étroite collaboration avec ses parents. Donc pour que la mesure puisse aboutir, il est essentiel qu'on puisse solliciter les parents. Alors commençons notre sujet avec justement, Madame la vice-présidente, une forme de banalisation finalement de la violence dans les familles. Quel est ton regard sur ça? En fait, une forme de banalisation de la violence dans les familles, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on a banalisé la violence comme cela aujourd'hui? C'est pour cela que je vous disais tantôt que c'est aussi un problème d'éducation des parents avant tout, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les parents sont de plus en plus jeunes. Donc, ce que j'ai mis en place comme action, c'est d'organiser des camps de famille afin de permettre aux familles de bien comprendre quels sont leurs rôles. Parce que ça, on a oublié. Aujourd'hui, on a l'impression que les parents sont là et que les enfants aussi sont à côté d'eux, mais qui sont tous, ils ne regardent pas du tout dans la même direction. Et le fait de les prendre tous en famille, en fait, on prend toute la famille, aussi bien les grands-parents jusqu'au bébé, quoi. Et on les mobilise pendant une semaine et on leur donne, ils ont des groupes de parole, on prend en charge les papas, on prend en charge les mamans, après ensuite on prend en charge les enfants, les grands-parents. Et ensuite, il y a des échanges intergénérationnels qui se passent et au bout de 8 jours, on a des parents qui sont plus épanouis parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'on a aussi des psychologues qui participent à ces camps de famille. Alors, en général, ces camps de famille sont là aussi pour valoriser le travail, les travailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que je tiens à rendre hommage à tout le travail qu'ils font, qui est exceptionnel, et pourtant, ils ont beaucoup de problèmes. Et je dis que ce sont les familles, lorsqu'on atteint les familles, lorsqu'on les accompagne, eh bien, je vous dis, il y aura des transformations très positives. Et justement, on parle de Cécile, de la responsabilité des parents. Comment est-ce que la page s'assure que les parents comprennent cette responsabilité? Alors, les personnes qui nous sont adressées dans le cadre des activités socio-judiciaires, dans les dossiers qui nous sont orientés par le parquet, ils ont plusieurs entretiens avec les intervenants, les professionnels du pôle mission socio-judiciaire. Donc en fait, il y a un suivi, après il y a un stage, il y a une mise en relation. Donc ils ont l'occasion de poser un certain nombre de questions. Souvent, à l'issue des stages, il y a des phases d'évaluation en fait, de la pertinence des contenus. Et on revient aussi avec eux sur ce qui a été compris, ce qui a été mal compris. Et surtout, l'idée, à l'issue de ces stages, c'est de favoriser la prise en charge à moyen et long terme. C'est-à-dire que, malheureusement, régulièrement, les parents ne sont pas dans la mauvaise volonté ou dans la volonté de maltraiter leur enfant. En fait, ils n'ont pas le bon comportement face à une situation à laquelle ils ne savent pas répondre. C'est-à-dire il faut punir et ils ont le réflexe, bien souvent, de la violence, alors même que leur volonté n'est pas de nuire à leur enfant. Ils pensent pas forcément à mal, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors souvent, ils pensent que ça fait partie de l'éducation, de faire usage de la violence. Donc on leur explique que légalement, ça n'est pas possible, mais on leur explique aussi surtout qu'en termes de pertinence, la violence n'est pas utile. C'est-à-dire que si on reçoit un coup sans explication, on ne sait pas pourquoi on a reçu le coup. Et il y a d'autres techniques qui sont souvent bien plus dissuasives, et surtout avec les jeunes qu'on a aujourd'hui, pour faire comprendre à un enfant que ce qu'il a fait est inapproprié, que d'avoir recours à la violence. Je pense notamment à confisquer le smartphone quand on est face à un jeune adolescent qui a un smartphone, ou interdire la soirée, renoncer à la soirée télé, et au contraire favoriser une soirée où parents et enfants discutent du comportement de l'enfant, de ce qu'ils ne comprennent pas. Essayer de creuser aussi derrière c'est quoi le malaise de l'enfant pour qu'il en arrive à ne pas respecter les règles du parent.
Et il y a plein de techniques. Et dans les stages qu'on organise, on a différents types de professionnels qui viennent répondre aux questions des parents et qui viennent donner de l'information, du support. L'idée est vraiment aussi que derrière, ils puissent se saisir du soutien qu'ils peuvent obtenir, que ce soit à la DSFE, au Fareta Mahal, ou au travers de tout un tas d'autres organismes en fonction de leurs difficultés à gérer leur enfant. Alors, on parle des parents hein, depuis tout à l'heure, mais finalement, les enfants ont des droits. Frédéric, est-ce qu'on peut le rappeler pour justement pour cette journée internationale des droits de l'enfant? Quels sont leurs droits? Alors effectivement, hein, il y a de nombreux droits qui ont été en tous les cas accordés aux enfants. Et en tous les cas, dans le service auquel je travaille, c'est essentiellement le droit à la protection qui est mis en avant, hein. Le droit à la protection contre les violences physiques, psychologiques. Mais il y a aussi tout un tas de droits auxquels on travaille, hein, comme le droit à l'éducation, puisqu'effectivement, on va accompagner dans la scolarisation, la rescolarisation suite à un déménagement. Il y aura le droit aussi à la santé, donc l'accès aux soins ou le suivi médical, paramédical. Donc, il y a tout cet accompagnement que, au travers d'une situation, on va pouvoir justement répondre à ces droits qui ont été mis en place pour les enfants. Mais est-ce que ces enfants comprennent tous ces droits? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont accès à tous ces droits? Alors, ces enfants comprennent tout à fait, hein. Oui. Les enfants ont très bien saisi qu'ils ont des droits, effectivement, à ce que, en tous les cas, nous aussi, les adultes, on puisse les respecter. Mais on a aussi un discours où on va aussi les mobiliser et les sensibiliser sur leurs devoirs. Parce que on a des droits, mais tout le monde a des devoirs et c'est dès la petite enfance qu'il faut qu'ils acceptent et qu'ils intègrent que les devoirs aussi, ils doivent le respecter. Parce que plus tard, en tant qu'adultes, ils vont devoir aussi répondre à ces devoirs-là. Un petit rappel de ses devoirs, par exemple, respecter le parent, déjà. Déjà, d'une part, ça c'est vraiment essentiel, mais quand on parle de l'éducation, effectivement, on lui dit, mais oui, tu as droit à l'éducation, mais tu as le devoir de respecter tes parents, tu as le devoir de respecter ton entourage et tous les copains que tu as autour de toi. Donc voilà, c'est un discours qu'on essaye de tenir en tous les cas avec les enfants qu'on accompagne de 0 à 21 ans, puisqu'on peut avoir aussi des mesures de protection de jeunes majeurs. Marianne, on se rend compte que la parole des enfants, elle est finalement peut-être de plus en plus entendue. Comment on accueille cette parole? Alors, comment on accueille cette parole? Déjà, à partir du moment, nous, c'est vraiment, on est là dans la révélation des faits, de faits d'agression sur les enfants. Donc, ça, c'est une petite partie un peu spécialisée, je vais dire. Donc, c'est un moment très particulier dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille. À ce moment-là, nous, on peut venir avant ou après les révélations de faits. Et moi, je vais dire que il faut écouter les enfants, il faut entendre les enfants. On a souvent tendance à minimiser ce que les enfants peuvent raconter. On peut avoir peur qu'un ado ou un enfant puisse mentir ou être dans son imaginaire et en même temps, on va commencer à révéler des choses graves. Et donc, une des parties qu'on a comme mission, c'est aussi d'accompagner l'enfant, les parents et ou les professionnels aussi en disant attention, c'est pas anodin quand un enfant commence à parler de tel fait ou de telle chose, il faut l'entendre. La vérité, c'est pas nous qui l'avons et c'est pas nous qui allons détecter si c'est la vérité ou pas. Ça, c'est la justice. Par contre, on va accompagner ces révélations pour que ça puisse aller jusqu'en justice. Alors, Madame la vice-présidente, tu as commencé à parler des grandes lignes finalement de cette politique que le ministère veut mettre en place face à cette problématique. C'est une campagne qui démarre cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ce qu'il faut savoir, j'ai d'abord voulu, je souhaiterais parler de l'adoption parce que c'est important, parce que quand les enfants sont malmenés, évidemment, à un moment aussi, parce que l'adoption, c'est aussi un problème récurrent en Polynésie qui crée aussi des violences quelque part. Eh bien, il y a eu un décret qui a été voté en mai 2024 et qui a été appliqué. Par exemple, maintenant, l'adoption est légale. C'est-à-dire les enfants FAMU doivent être adoptés légalement. Parce que ça aussi, ça a créé des problèmes de violence dans les familles. On n'en parle pas souvent, mais c'est de la violence aussi quelque part.
Notre représentant de la DSFE parlait de protection de l'enfant, oui. Protection aussi sous forme éducative, je suis d'accord, mais cependant, je pense à ces enfants parce que l'augmentation du nombre des enfants malmenés, c'est aussi les enfants de 0 à 3 ans. À ce moment-là, les enfants ne connaissent pas leurs droits, d'accord? Ils vivent en fait des violences. C'est pour cela que je reviens encore sur le suivi et l'accompagnement des parents. Je suis sûre que si on accompagne vraiment les familles, qu'on les recolle aussi à leur identité culturelle, parce qu'on fait aussi de l'identité culturelle dans nos comptes familles, ils vont aussi, ils sont reconnectés à la terre, ils font de l'agriculture. Pendant une semaine, on a tout un dispositif où on respecte les familles. Et à ce moment-là, nous avons aussi des révélations. Voilà. Aussi bien dans les couples qu'au niveau des enfants. J'ai dit, avant d'arriver justement à la page où chez Marianne, il faut que l'on travaille comme cela. Et c'est pour cela que les travailleurs sociaux ont accepté de participer à cette expérience. Parce qu'en fait, ça les aide aussi parce que ce sont les familles les plus difficiles qui sont sélectionnées par les travailleurs sociaux. Et quand les familles retournent chez elles, donc on les évalue, petit à petit, on les accompagne. Et nous sommes aussi aidés des communes, ça je souhaite le dire, puisqu'on était à Huahine, on était aussi à Riatia dernièrement et Moria. Nous sommes soutenus par les communes, par les Tavana et aussi par les confessions religieuses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même une société très, très pratiquante, très religieuse. Nous avons nos projets, nos actions. Mais je sais que de travailler avec les confessions religieuses, ça facilite quand même plus les prises en charge. Voilà. Je fais le lien de la prise en charge et de l'accueil de la parole. Parfois, ça se fait quand la situation est parfois insoutenable par des numéros verts. Est-ce qu'il y en a un qui est mis en place, qu'il va être mis en place? J'ai pour projet de mettre un numéro vert d'urgence sociale. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, les gens appellent, souvent ils viennent au ministère, à la vice-présidence pour avoir des informations. Nous avons la DSFE qui font d'ailleurs un travail extraordinaire, mais si vous voulez, c'est certains travailleurs sociaux qui sont sollicités pendant le week-end et souvent les problèmes graves se passent le week-end. D'où cette idée de numéro vert avec des agents sociaux qui accepteront de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. On le répétera à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas, mais comme on vient de le dire, il y a le site de la DSFE, service-public.pf/DSFE, pour, par exemple, avoir des conseils ou pour signaler si vous voyez des violences faites aux enfants. On continue justement avec ces signalements, ces mots qui sont parfois cruels, parfois authentiques. Soyons clairs, on parle de violences physiques, mais aussi de violences sexuelles. Je me tourne vers toi, Cécile. Est-ce que vous pensez que dire les mots permet de sortir du tabou et c'est nécessaire pour faire prendre conscience? Alors, c'est nécessaire pour soigner déjà qu'un enfant puisse expliquer ce qu'il a vécu et que ça puisse être accueilli, que ça puisse être pris en charge, que le mineur puisse être accompagné, c'est indispensable. Que les parents non agresseurs, dans un premier temps, puissent être accompagnés, c'est important aussi, parce qu'un parent qui apprend que son enfant a été victime de violences sexuelles, c'est aussi quelque part une victime. On parlait tout à l'heure des violences éducatives, effectivement, c'est une partie des violences sur enfants. Ce qui nous inquiète particulièrement, nous, ces derniers temps, c'est le volume important le nombre de plus en plus important de signalements de violences sexuelles sur enfants, de signalements ou de plaintes pour des violences sexuelles pour enfants. Alors ça nous inquiète et ça nous réjouit quelque part parce qu'en fait, on ne pense pas qu'il y ait plus de violences sexuelles sur des mineurs. En revanche, on pense qu'elles sont plus facilement révélées. Ça voudrait dire aussi qu'il y a une prise en charge de plus en plus adaptée, en tout cas on espère le croire, qu'on est tous mieux formés, que l'action de prévention qui a été menée notamment par le gouvernement ces dernières années sur la prévention des violences sexuelles fait son œuvre et que les gens aujourd'hui ne sont plus prêts à accepter comme normal qu'un enfant soit agressé sexuellement. Les chiffres des dernières années, en tout cas pour ce qui nous concerne, montrent quand même une évolution de plus de 200% sur des violences sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans. Et ça, c'est par contre quelque chose qu'il faut qu'on s'améliore dans la prise en charge,
Il faut qu'on s'améliore aussi dans l'accompagnement non seulement des victimes, mais aussi qu'on assure peut-être qu'on optimise la prise en charge des auteurs, parce qu'à un moment donné, les auteurs, ils vont sortir de détention et donc il faut qu'ils soient pris en charge pour pas recommencer. Et c'est pour ça que on organise la semaine prochaine avec cette semaine avec d'ailleurs le soutien des autorités, notamment de la vice-présidence, mais aussi d'autres membres du gouvernement et de l'État, les assises de l'aide aux victimes et de la prévention de la délinquance sur les violences sur mineurs, avec un axe fort sur la prise en charge des mineurs victimes, mais aussi sur celle des auteurs de violences sur mineurs et notamment de violences sexuelles sur mineurs. Frédéric, que doivent faire finalement les enfants, les adolescents qui sont victimes, voire même témoins de violences? Vers qui est-ce qu'ils doivent se tourner en priorité? Alors c'est vrai qu'un enfant ou même un adolescent va alerter dans un premier temps son entourage. Parfois, sa parole ne sera pas entendue réellement. Donc, en tous les cas, il pourra solliciter après le milieu scolaire parfois et pouvoir aussi identifier justement le service social pour lequel justement les professionnels sont en capacité de pouvoir entendre et après relayer l'information pour pouvoir avoir une prise en charge dans sa globalité. Là, on vient de parler des enfants ou des adolescents, mais finalement, Ariane, quel est le rôle des adultes dans ce processus de signalement, pas seulement les professionnels, mais aussi les proches? Oui, tout à fait. En fait, la loi dit clairement qu'à partir du moment où quelque adulte que ce soit qui ait connaissance de violence, il doit y avoir, je dis bien, il faut qu'il y ait effectivement un signalement. Mais avant le signalement, il faut pouvoir évaluer. Ça, l'évaluation, c'est les professionnels qui vont le faire. Donc, que tu sois la famille, que tu sois le voisin ou autre, tu as tout à fait le droit. Il faut pas laisser faire. Tu as un doute, il y a quelque chose, tu as vu des choses qui ne sont pas normales, selon toi. Alors oui, effectivement, tu peux téléphoner à droite et à gauche, et notamment à la page ou au service social, ou dans notre service pour dire, bon, je fais quoi là sur ce? Est-ce que j'ai vraiment le droit de dénoncer, en fait? Parce qu'on a peur de dénoncer. On a peur des conséquences que ça peut apporter. Et on a peur des conséquences pour soi, si on est le voisin ou la famille, qu'est-ce qui va se passer après dans la famille. Donc ça, c'est les professionnels qui doivent rassurer et qui doivent expliquer ce qui va se passer à la suite. Mais à partir du moment où on est témoin, où on a une suspicion de maltraitance sur enfant, nous n'avons plus le droit de laisser passer. C'est dans la loi, donc on y va. Et en fait, oui, c'est vrai que ça fait peur aux enfants, ça fait peur un peu à tout le monde, mais en même temps, maintenant c'est dans la loi, et à partir du moment où c'est fait intelligemment, et où effectivement sur le territoire, les choses sont en train, je veux dire, l'ensemble des professionnels est en train de se mailler les uns après les autres. Regardez-nous autour de cette table, par exemple. C'est comme ça qu'on va réussir à guider l'enfant, les parents ou les personnes qui veulent faire un signalement. Dans la même idée, est-ce que les écoles, les enseignants jouent un rôle dans la détection de ces situations de violence, Madame la vice-présidente? Oui, bien sûr. Vous savez que les enseignants sont peut-être les premiers acteurs qui peuvent être très sensibles à cela, puisqu'il y a des changements de comportement en fait chez l'enfant, chez l'élève. Parce que bien souvent, l'élève qui subit des violences change carrément d'attitude dans les classes. Donc, vous avez des équipes éducatives, vous avez un suivi. Mais cependant, je reste persuadée qu'il faut réellement traiter le problème à la racine. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parents qui sont peut-être, qui justement effectuent des faits de violence sur les enfants, ont été aussi violentés quelque part, ont besoin d'être guéris de leurs blessures. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de signalements. C'est preuve qu'aujourd'hui, les institutions font leur travail, c'est-à-dire que les gens signalent plus facilement qu'avant. Bon, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux et tout. Je veux dire que ça marche. Je sais que depuis 2019, on a mis en place beaucoup de dispositifs. Il y a des grandes réunions aussi avec l'État, le pays, les associations, les institutions religieuses. Tout le monde travaille ensemble. Je crois qu'il y a des résultats qui sont tangibles aujourd'hui. Cependant,
on sait qu'il y aura toujours de la violence, donc il faut vraiment traiter aussi ceux qui ont des problèmes avec la violence. Comme disait Cécile tout à l'heure, c'est la prise en charge aussi des auteurs. Il faut les prendre en charge aussi, ne pas se dire qu'ils vont juste faire de la prison point barre, parce qu'un jour, ils sortent de la prison et puis ils se retrouvent encore dans leur famille. Et cet enfant qui a été violenté, s'il y a eu des violences sexuelles, par exemple, c'est vrai que l'enfant sera immobilisé quelque temps, mais un jour, il sera... Mais est-ce qu'ils ont été guéris de toutes ces blessures? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut traiter à la racine. On se rend bien compte que la problématique est beaucoup plus complexe qu'elle ne peut paraître et on va rester sur les mots essentiels que l'on a cités tout à l'heure, à savoir bienveillance et dignité. Si à un moment donné vous voulez vous renseigner sur ce sujet, voire même signaler si vous voyez des violences faites aux enfants, n'hésitez pas à aller sur le site service-public.pf/DSFE dans la cellule signalement. Vous avez aussi un numéro et un mail qui est disponible, 40 46 59 15, et le mail secrétariat.signalement@solidarité.gouv.pf. Et n'oubliez pas, la page a une page Facebook, donc la page tout simplement. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Marourou Meite, Madame la vice-présidente, pour ta présence. Nous, on se retrouve donc demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Bonne soirée sur TNTV avec votre VA Tahiti. Marourou Itotato Farerira, Trahoma, Parhena.